Bonjour et bienvenue dans Dessine-moi un perso. Aujourd'hui, j'accueille Alceste. Qui es-tu, Alceste? Bonjour, moi Alceste, je suis un maître de jeu. À côté, dans la vie de tous les jours, je suis professeur de français, mais j'anime depuis quelque temps déjà plusieurs actual plays sur les réseaux, notamment les Chroniques de Chicago qui sont disponibles en podcast sur à peu près toutes les plateformes, et un tas d'actual plays plutôt d'occulte contemporain sur ma chaîne YouTube, Monsieur Alceste. Et les Chroniques de Chicago, c'est un jeu qui... C'est quoi comme jeu? C'est Vampire, justement. Il s'agit d'une campagne multitable que je fais jouer depuis maintenant 2 ans. Ça fait presque 2 ans pile, avec donc 3 tables de joueurs, ce qui fait à peu près une quinzaine de personnes que j'entraîne dans des aventures à Chicago dans les années 90, dans l'univers de Vampire la Mascarade. Et tant mieux que tu aies toute cette expérience parce que aujourd'hui, on va créer un personnage de Vampire, la Mascarade, version 5. Parce qu'il y en a quand même pas mal des versions. Pas tant que ça, du coup c'est la cinquième, mais en vérité, il y a eu la V1, et ensuite V2, V2 révisé et V20, c'est quasiment la même chose. Il n'y a pas énormément de différence. Tant mieux parce que... Alors, est-ce que je prends la V20 ou est-ce que je prends la V5? Mais la V5, c'est celle qui est publiée actuellement, et c'est honnêtement une très bonne porte d'entrée. Elle est beaucoup plus simple d'accès que les précédentes éditions. Déjà, parce qu'elle est encore publiée, contrairement aux précédentes, à part la V20 qui est disponible, mais qui est beaucoup plus chère parce que c'est une version un peu anthologique. Dans le livre de base de la V20, on a quasiment toutes les règles qui étaient sorties à l'époque, et donc ça fait un sacré pavé. Ouais, j'espère que c'est un peu plus facile à lire pour celle-là. Ça l'est, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, effectivement, donc, vampire. Bon, ben, vu le nom, on joue des vampires. Ah, ça ne ment pas sur la marchandise, effectivement, on joue des vampires. On joue ce qu'on appelle des descendants, puisque dans cet univers, il y a vraiment une grosse, il y a une grosse importance mise sur le lignage et sur la génération et sur la place qu'occupent les personnages dans l'arbre généalogique des vampires. Et c'est le plus souvent très, très en bas, et c'est source d'histoire du coup. En même temps, commencer déjà en haut, c'est moins drôle. Bon, certains aiment bien, c'est pas forcément mon cas, mais effectivement, le pitch de base de Vampire la Mascarade quand c'est sorti à l'origine, c'est vraiment vous jouez des jeunes vampires dans un monde où il y a plein de vieux vampires qui ont installé un ordre pas forcément très sympathique. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une mentalité assez punk dans ce jeu. Parfait. On est des vampires qui... Qu'est-ce que les persos font, en gros, dans ce jeu? Je pense que c'est ça qui fait aussi le succès du jeu à l'époque, quand il est sorti pour la première fois, c'est que c'est très ouvert. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses. On n'est pas enfermé sur un seul type de récit. Tu peux tout à fait te retrouver dans une histoire qui va être très centrée sur la politique, les interactions sociales, la manipulation de personnes pour pouvoir arriver à tes fins. Et d'autres où, par contre, va y avoir des luttes assez violentes et beaucoup de conflits physiques. Tu peux aussi avoir des parties qui mélangent un peu tout ça, et tu peux aussi complètement partir dans l'horreur personnelle. Ça, c'est surtout possible quand tu joues avec peu de personnes, peu de joueurs, donc du coup, tu peux te focaliser beaucoup plus sur ce qu'ils ressentent, comment ils vivent leurs conditions vampiriques. Parce que c'est aussi une des questions principales du jeu, c'est ok, t'as des pouvoirs, t'es très fort, etc. Mais maintenant, tu es maudit, et quelles conséquences ça a sur ton entourage, sur tes proches, sur ceux que t'aimes. On peut jamais avoir des pouvoirs sans avoir quelque chose en échange, là. Je pourrais pas avoir mes pouvoirs sans rien perdre. Ouais, non, tout ce que tu gagnes, c'est une malédiction et une bête assoiffée qui contrôle parfois tes actions. Ouh, en plus. Alors, c'est un jeu qui a son propre système et qui a une fiche qui est un système de fiches assez rempli. Et notamment, il me semble que c'est... Bon, il n'y a pas vraiment de race, mais il me semble que c'est des clans, c'est ça? Alors, les clans, ce sont des lignages vampiriques. Il y en a, dans la cinquième édition, il y en a 16, il me semble. Et ce que, en fait, ça détermine surtout
qui était la personne qui t'a transformé en vampire et ceux qui l'ont précédé. Et du coup, quels sont les types de pouvoirs auxquels tu as un accès facile et quelle va être un petit peu la tonalité de ta malédiction. Chaque clan possède une malédiction spécifique et chaque clan possède une sorte de personnalité pour sa bête qui va influencer plus ou moins les actions du joueur en cas de problème. Mais en vérité, quasiment tout type de personnage peut appartenir à n'importe quel clan. C'est ça aussi qui est intéressant et c'est ça que j'aime bien rappeler aussi aux gens qui débutent Vampire, c'est qu'on n'est pas coincé sur des archétypes. C'est pas parce que le clan Brora c'est connu pour être des anarchistes qui sont plutôt violents, très forts physiquement, etc., qu'on est obligé de jouer ça. Et on peut très bien faire un créateur de start-up, Brora, il n'y a aucun problème, et il y aura probablement moyen d'en faire un personnage très intéressant. Super. Bon, on va pouvoir commencer la création de perso. Alors, pour le faire, on a une petite fiche qui est disponible en français sur le site. Il me semble que c'est Arcane Asylum qui édite. Tout à fait. Une petite fiche qui est disponible qui fait une récapitulation, un peu un résumé de la création de perso. Et on commence par choisir ton clan. Réponds au quiz officiel de clan disponible sur worldofdarkness.com. Ouais, ça, il te propose ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se faire un peu une idée, mais comme j'ai dit, il faut pas forcément se bloquer sur les stéréotypes comme ça. L'idée principale, c'est se dire quel genre d'humain j'aimerais jouer avant de me dire quel vampire il va être. Et ça, c'est assez important parce que, en fait, ce qu'il faisait dans la vie de tous les jours, c'est ça qui va vraiment déterminer ce dont il est capable à l'origine. Et l'aspect vampirique va venir après. Parce que l'aspect vampirique dans la vie de ton personnage, c'est souvent que 1 ou 2 années, peut-être moins, où il a été vampire. Si tu joues des enfants, mais pas plus. C'est important parce que ça permet aussi justement de sortir des clichés, pouvoir proposer un jeu qui te plaira plus. Tu auras décidé quel genre de personne tu veux incarner d'abord. Donc le point de départ pour un personnage de vampire, c'est essayer d'avoir un concept. Moi, par exemple, tiens, je vais faire un concept que j'aime bien, pour lequel j'ai pas encore fait de fiche de personnage. Je vais faire justement un patron de start-up, tu vois, une sorte de génie très fort en technologie, quelqu'un qui a réussi à créer un programme révolutionnaire et qui a fait sa fortune là-dessus, et qui du coup a attiré l'attention et a été intronisé parmi le clan Ventrou. Et les Ventrous, c'est quoi comme clan? Le clan Ventrou, c'est un peu les nobles des vampires. C'est un clan de vampires qui, pendant très longtemps dans l'histoire de Vampire la Mascarade, dans tout le background officiel, était plus ou moins à la tête des autres. En tout cas, ça a été le cas dans pas mal d'endroits dans le monde. C'est souvent perçu comme le clan des rois, en quelque sorte. Mais, tu vois, par exemple, dans un actual play que j'ai fait récemment, j'avais un Ventrou qui était plutôt chef de gang anarchiste. D'accord. J'ai été étreint au sein du clan des monarques, les Ventrous, la noblesse de la société vampirique. Alors, on va vite faire un petit tour, parce que là, c'est bien organisé sur la feuille, des différents clans. Alors, ils sont classés sur la feuille selon leur capacité, on va dire, c'est-à-dire, ça est organisé selon la manière, en tant que vampire, tu veux utiliser ta puissance physique pour affronter tes ennemis et protéger ce qui t'est important. Et il y a 3 clans. Les Banu Hakim, les Brura et les Gangrel. Alors, les Banu Hakim, c'est quoi? Alors, on va lire la fiche. C'est des juges capables de punir discrètement les péchés. C'est à peu près ça correspond? Bah oui, de toute façon, la fiche a été faite par quelqu'un de Paradox. Les descriptifs sont à peu près ça, mais après, comme j'ai dit, ça c'est une idée générale qui est proposée. T'es pas obligé de faire exactement ça quand tu crées un personnage de ce clan-là. C'est plus une idée par rapport aux capacités vampiriques qu'ils auront après. Mais je veux être un cliché. Et c'est pour donner une idée, effectivement, t'as les brouhahs, que j'aime beaucoup le symbole, parce que bon, vous ne le voyez pas, mais le symbole c'est un A anarchiste, mais inversé. Donc clairement, côté rebelle, s'opposant constamment au status quo. On a les gangrels, c'est quoi? C'est des rôdeurs vivants près de la nature et de leurs bêtes, et leur symbole c'est un loup, ça va pas, loup-garou c'est un autre jeu. Hein. Oui, mais là, du coup, il y a quand même un lien très fort avec la bête pour les gangrels, notamment du fait de leur pouvoir d'animalisme et de protéisme,
qui leur permet de prendre la forme d'animaux notamment. On a alors faire profil bas, rôdant dans l'ombre de la société vampirique. Nous avons alors les salubris, dégrisseurs à 3 yeux et fugitifs parmi les immortels. Ça veut dire quoi? Déjà, ils ont vraiment 3 yeux? Ils ont vraiment 3 yeux, effectivement, ça fait partie de leur malédiction personnelle. Et des fugitifs, pourquoi c'est des fugitifs? Des fugitifs, parce que il faut rentrer un petit peu dans le lore de Vampire la Mascarade, mais le clan Salubris c'était anciennement un très grand clan et il a été détruit par les Trémérés pour pouvoir prendre leur place en fait. Ah, des victimes de machinations politiques. Ok. On a les sang clairs. C'est quoi? C'est ni tout à fait vampire, ni humain. Envié et méprisé par les autres vampires. Oh, ça va être sympa ça aussi à jouer, ça comme concept. Comme je t'ai dit, dans Vampire, il y a une grosse importance portée sur la filiation et sur la génération, etc. Et les sangs clairs, en fait, ce sont les vampires qui sont vraiment tout en bas de l'arbre généalogique. Et en fait, leur sang vampirique est tellement clair, tellement éloigné du vampire originel, que ils ont certains des pouvoirs des vampires, mais en même temps, ils ont certaines vulnérabilités des mortels. Ça doit être un concept sympa. On a les... comment ça se prononce le symbole Nosferatu et les Kétifs. Nosferatu, c'est vrai. Surtout les chétifs, ok, parce que eux c'est une hanche. Alors les chétifs c'est basiquement des vampires sanglants, donc ça doit être tout le reste, quoi. C'est un peu des bannis, c'est des vampires qui n'ont pas manifesté les spécificités d'un clan qui, pour ça, sont un peu rejetés. Ok, ouais, donc c'est vraiment, on rejoint encore l'aspect que le clan c'est important. Et le Nosferatu, déjà, ben, le nom qui est bien connu, hein. C'est, alors, fouineur à l'apparence monstrueuse. C'est-à-dire, au niveau apparence monstrueuse. Bah, c'est inspiré par le film du même nom. Les Nosferatu, ce sont des vampires qui ont justement une apparence physique au niveau du visage. Ça peut être juste la peau, ça peut être plein de choses. En fait, il n'y a pas un seul type de Nosferatu. Il y a des personnages de l'univers qui ont des malédictions assez différentes à ce niveau-là. Mais en tout cas, physiquement, ils sont repoussants. Et ça les empêche de vraiment bien s'intégrer dans la société mortelle à cause de ça. Ok, un peu inspiration, bah, comme j'ai dit, du film Nosferatu, des films allemands de l'époque. C'est ça. On a recherché, déniché et étudié des savoirs cachés. Alors, Ekata, des nécromanciens fascinés par la mort et l'au-delà. Bon, déjà, fascinés par la mort, quand on est un vampire, ça doit être quelque chose. Ah, ça l'est d'autant plus quand tu peux parler avec des fantômes ou les asservir pour en faire tes serviteurs. Ouh. On a les Malkaviens. Les Malkaviens, oui. C'est des oracles et des prophètes, percevant plus que les autres. Et toi, t'as prononcé ça, c'était Tréméré. Ouais, les Trémérés, effectivement. Ok. Et eux, c'est des mages du sang, toujours en train d'étudier et de perfectionner leur art. Ok, donc mages du sang, donc il doit y avoir des pouvoirs magiques. C'est ça, en fait, eux, ils utilisent leur sang de vampire pour faire des rituels. Et utiliser les propriétés un peu de la malédiction d'une manière ésotérique. Ensuite, on a alors tout le côté politique, on va dire, gouverner, contrôler et commander autrui. Les Lasombra, des manipulateurs travaillant dans l'ombre. Les C'est Tsimiche, Tsimichi, ok. ça vient de Roumanie. Ces propriétaires et hôtes, étroitement liés à leur tanière. Et les ventrus, comme tu as dit, c'est les souverains. C'est écrit ceux qui visent le trône. Et la dernière ligne pour les 3 derniers clans, c'est séduire, captiver, tenter et tromper les autres avec The Ministry. On appelle le sacerdoce dans la traduction française. Non, Ministry, c'est plus facile à dire. Mais effectivement, c'est le seul tentateur et influenceur qui persuade autrui d'enfreindre leurs propres règles. Oh, les Ravnos, C'est ça. donc les nomades et escrocs, utilisant l'illusion et la tromperie. Et les Toréadors. En plus, c'est même une rose leur symbole. Tout à fait. Des artistes obsédés par la beauté ou des séducteurs à la recherche d'un nouveau frisson. Comme c'est bien trouvé. Et donc pour toi, tu as parlé de ton patron de start-up. C'est ça, je vais faire un patron de start-up du clan Ventrou. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais jouer? Moi, j'aimerais bien, alors j'étais bien dans la ligne rechercher, dénicher, étudier des savoirs cachés. Dans le sens, bon après c'est aussi, peut-être parce que ça a été pendant quelques années ma formation, mais l'historien. Tout à fait, ouais. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a un personnage très important du lore qui est une sorte d'historien vampirique. C'est le personnage de Beckett, dont le journal sert de transition entre la V20 et la V5, en racontant un peu sa quête d'informations historiques sur la fin des temps vampiriques, etc. Mais c'est surtout effectivement l'historien qui est très intéressé par les vampires parce que, vous dites que vous avez vécu plus de 100 ans. On vivait comment à l'époque? Racontez-moi tout. Qui a sauté sur l'occasion pour
pouvoir avoir des témoins directs d'histoire et pour peut-être après se rendre compte que ah mais je peux moi-même devenir témoin de l'histoire qui se fait. Mais donc tu vois, là, le fait de vouloir jouer un historien, quelqu'un plutôt porté sur le savoir et des connaissances, ça te bloque pas sur un clan en particulier. Ça pourrait tout à fait être un Nosferatu, par exemple, parce que la manière dont il a été introduit dans le monde vampirique n'est pas forcément liée à sa recherche historique. Il pourrait très bien être un sang clair, ça pourrait très bien être même un brouhaha. C'est-à-dire qu'il est historien, mais il est impliqué dans dans un milieu politisé, et du coup, peut-être que quelqu'un l'a repéré pour son savoir, etc., et veut le mettre au service du clan. Ça peut être plein de choses. T'es pas bloqué par ton concept, en fait. C'est sympa aussi de faire des personnages à contre-courant. Tu vois, par exemple, Bourra s'est présenté comme des personnages très forts physiquement, etc. Mais tu peux très bien faire un personnage qui est centré plus sur le charisme et en faire un leader, mais pas forcément très physique. Donc ton historien, tu le verrais dans quel clan? Après le problème c'est que quand tu as présenté, tu as dit certains mots magiques pour moi. Voilà, de ces mots-clés qui t'attirent vers un endroit qui font pencher la balance. Et tu as dit qu'ils peuvent parler aux fantômes. Ah, donc un Ekata alors. Voilà. Là, sur le coup, il y a eu les mots magiques, peut parler, les fantômes. Ok, on fait pencher la balance pour eux, on va prendre Ekata. Très bien. Donc tu peux inscrire ton clan sur ta fiche Voilà. et on va pouvoir passer immédiatement aux attributs. J'ai été choisi pour une raison. Le cerveau ne pourrit pas. Les attributs, ils sont divisés en 3 catégories, physiques, sociaux et mentaux. Et en gros, si tu regardes, dans chaque, il y a 3 attributs. Par exemple, pour le physique, c'est force, dextérité, vigueur. Et à chaque fois, tu as à peu près un attribut qui est un peu la force, un attribut qui est un peu l'aspect finesse, et un attribut qui est plus la résistance. Par exemple, en social, tu as charisme, manipulation, sang-froid. Charisme, c'est la manière subtile, c'est la manière un peu brute d'obtenir ce que tu veux, c'est-à-dire que tu te fais aimer et du coup les gens t'aident. Manipulation, c'est plus le fait d'y aller en finesse, en douce pour que les gens fassent ce que tu veux au final. Et sang-froid, c'est la caractéristique qui va te servir à résister, par exemple, à des remarques désobligeantes ou des choses comme ça. En tout cas, garder ton contrôle personnel. Donc tu vois, à chaque fois, comme ça, tu as On garde ce principe de force, finesse et résistance, quoi. ça, c'est pratique. Et chacun des attributs, je vois, c'est un système avec 5 petits ronds à remplir. C'est ça, tu as ta caractéristique dans la V5 de Vampire, elle va de 1 à 5 maximum, alors que dans les précédentes éditions, ça pouvait monter parfois jusqu'à 10 pour certains personnages. Là, c'est beaucoup plus simple, tu ne peux pas avoir plus que 5, et tu ne peux pas avoir moins que 1. La première étape, ça va être de fixer l'attribut qui est le plus important pour ton personnage. Vraiment celui dans lequel tu es sûr que tu veux qu'il soit très très fort. Et dans cet attribut, ce sera un 4. Un 4, ok. Ben, étant donné que j'ai choisi un académicien un peu, je pense que je vais prendre l'intelligence. Je vais pas être très original parce que moi, mon patron de start-up, il va avoir 4 en intelligence aussi. Ensuite, ce que je préfère, c'est ensuite définir vraiment le point faible. La caractéristique dans laquelle tu ne mettras pas d'autres points qui va rester à 1. Sachant qu'avoir 1 dans une caractéristique, c'est très handicapant. C'est vraiment que tu es très mauvais dans toutes les actions qui sont liées à ça. Même si tu montes un peu les compétences liées, tu n'auras pas un nombre de dés très intéressant pour réussir des actions. Ok. Alors, force, dextérité, vigueur, charisme, manipulation, sang-froid, intelligence, astuce et résolution. Lequel va être le point faible? Toi, t'as déjà une idée pour le tien? Alors pour ma part, ça va être le sang-froid. C'est quelqu'un qui ne garde pas très bien son calme. Ça pourra peut-être lui jouer des tours. Je pense que je vais prendre le point faible, vigueur. Très bien. La vigueur, c'est une caractéristique du coup qui va aussi servir à déterminer ton niveau de santé. Ça va être le nombre de dégâts que tu peux recevoir avant que ton personnage soit très handicapé, très blessé et pas en mesure de poursuivre. Sachant que on en reparlera peut-être, mais un vampire, c'est quand même très difficile de voir son personnage mourir, mais selon les circonstances, ça peut aussi être très rapide. Ensuite, tu vas choisir 3 caractéristiques dans lesquelles ton personnage est plutôt fort. Celles-ci, tu vas les mettre à 3. D'accord. Je pense que pour commencer, je pense que je vais prendre sang-froid et résolution, déjà 2. Et je pense que je vais prendre
Je vois bien, ouais, avec une bonne dextérité, habile de ses doigts. Très bien. Et toi? Pour ma part, moi, j'ai décidé de lui mettre 3 en charisme, 3 en manipulation et 3 en résolution. Ce qui fait que toutes les autres caractéristiques qu'on n'a pas touchées jusque-là vont être à 2. Donc moi, ça va faire 2 en force, 2 en dextérité, 2 en vigueur et 2 en astuce. Et donc moi, ça fera 2 en force, 2 en charisme, 2 en manipulation et 2 en astuce. Ensuite, on a quoi? La santé, comme je l'ai dit, qui va dépendre de la vigueur, c'est vigueur plus 3. Et la volonté, qui va être la somme de sang-froid et résolution. Tu vois, par exemple, comme j'ai 1 en sang-froid et 3 en résolution, ça me fait 4 en volonté. Toi, par contre, ton personnage a énormément de points de volonté parce que tu as 3 en sang-froid et 3 en résolution. Ça te fait 6 en volonté, c'est très fort. Par contre, j'ai seulement 4 en santé. Par contre, tu n'as que 4 en santé. Les points de volonté, c'est des points qui vont te servir à faire des relances de dés quand tu as raté des actions ou si tu veux obtenir un meilleur succès. C'est aussi une protection contre la perte de contrôle face à la bête intérieure du vampire. Ça peut arriver que tu sois obligé de faire un test de volonté pour résister à la bête et ne pas faire n'importe quoi.